Des maths, des gamermaths, mes chers auditeurs. Je suis le Marveiler et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle lecture car aujourd'hui nous lisons le fascicule L'État rédigé par Monsieur Yves Mervin et le cercle Pierre Landais. Donc, ce livre, qui fait partie d'une synthèse de 15 ans de réflexion sur le cercle, est disponible gratuitement sur le site internet united-citizens.eu. Ce livre est lu sur cette chaîne avec son aimable autorisation et je l'en remercie. Bien entendu, si je lis ce texte, cela ne signifie pas nécessairement que je suis en accord avec la totalité des idées qui y sont exposées, ni que M. Mervin est totalement en accord avec les miennes. Je veux vous proposer là un sujet de réflexion. Quel État après l'indépendance? Quel État pour notre Bretagne? Et voici une voie qui vous est proposée par Yves Mervin et le cercle Pierre Landais. Sans plus attendre, voici donc l'État. Retrouver le chemin de la liberté. Le présent livre représente la synthèse des réflexions menées par le cercle Pierre Landais depuis sa création le 4 août 2008 à Lorient. Les quelques membres qui se sont réunis à ce moment avaient décidé de faire le point sur leurs expériences politiques et de réfléchir aux évolutions possibles des institutions et des politiques publiques en Bretagne dans la perspective de son plein épanouissement. L'appartenance de la Bretagne à la France et à l'Union européenne était alors une évidence, mais cette évidence s'est émoussée au fur et à mesure des discussions, des analyses et des événements. La crise des bonnets rouges de 2013 a amené à douter sérieusement de la capacité de la France à se réformer. La crise des Gilets jaunes en 2018 a conforté ces doutes. Entre-temps, la réforme des régions en 2015, dont il est presque unanimement reconnu aujourd'hui qu'elle n'a pas amélioré la situation, mais l'a au contraire davantage encore complexifiée, a précipité la désillusion. Enfin, les circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19 depuis mars 2020 a mis en évidence les différences de réaction entre États et leur capacité à rebondir. Soit de nouvelles interrogations envers le pays du meilleur système de santé que le monde nous envie. La France n'est pas le seul motif de déconvenue des membres du cercle Pierre Landais. Fervents partisans de l'intégration européenne depuis l'origine, force leur est de constater que cette intégration européenne est en suspens. Les élargissements à l'Est de 2004 et 2007 avaient représenté le dernier sursaut d'enthousiasme, quand bien même il était évident qu'avec la précédente ouverture au Sud, les fondations de l'Union européenne étaient à consolider. Les conséquences de cette ouverture à l'Est, avec la directive européenne sur les travailleurs détachés, ont été particulièrement ressenties en Bretagne, et l'idée de reconsidérer le positionnement par rapport à l'Union européenne a commencé à germer à ce moment. Dans le même temps, le traité de Lisbonne de 2007 faisait suite au projet de traité de constitution européenne qui n'avait pas abouti en 2004. Quand bien même la démocratie n'y trouvait pas son compte, la nomination d'un président de l'Union et d'un haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères en 2009 entretenait de réels espoirs quant à l'affirmation de l'Union européenne en tant que superpuissance pouvant jouer un rôle d'équilibre et de déconfliction entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais force est de constater que les deux principaux États qui se déclarent piliers de la construction européenne, l'Allemagne et la France, ne parviennent pas, malgré un unanimisme de façade, à harmoniser leurs relations extérieures avec la Russie ou la Turquie, leurs interventions en Afrique, au Mali ou en Libye, à se coordonner dans le conflit syrien. Le 7 avril 2021, le président de l'Union européenne et le président du Conseil européen se ridiculisent à Ankara, mettant en évidence des failles dans la construction européenne.
Mais alors que la perspective d'un no deal a plané jusqu'au dernier moment pour le règlement du Brexit, l'accord de retrait signé le 24 janvier 2020 a mis en évidence qu'un État membre majeur de l'Union européenne pouvait non seulement décider de la quitter, mais aussi de le faire dans des conditions satisfaisantes, voire avantageuses. C'est donc en s'intéressant aux conséquences du Brexit pour la Bretagne, en espérant que les liens entre Grande et Petite-Bretagne puissent perdurer, que le cercle a fini par s'interroger sur la pertinence d'un Brexit pour la Bretagne, soit un Braze-Exit ou un Brexit, par curiosité d'abord, par raisonnement ensuite. La Grande-Bretagne conserve en effet l'accès au marché européen sans barrières douanières et sans quotas, avec des concessions acceptables. Pourquoi la Bretagne ne suivrait-elle tout simplement pas l'exemple de la Grande-Bretagne, plutôt que de rester dans la France et dans l'Union européenne qui ne se soucient guère des conséquences du Brexit sur la Bretagne? En 13 années de réflexion, le cercle Pierre Landais en est donc finalement venu à se poser la question du bien fondé de ne plus appartenir à la France, mais aussi à l'Union européenne. Sans avoir définitivement renoncé à une France fédérale et une Union européenne tout aussi fédérale, mais sans s'interdire de concevoir une Bretagne redevenant un État parmi les États. La trame principale de ces cahiers tend donc à conceptualiser et étudier une Bretagne redevenant souveraine au cours du XXIe siècle, ce qui apparaîtra à certains comme une idée iconoclaste, mais aussi à d'autres comme une idée pertinente qui ne peut pas ne pas se poser et qu'il convient d'explorer aussi objectivement que possible. L'indépendance ne signifie pas isolement et n'est pas une fin en soi, elle est seulement une voie parmi d'autres pour participer plus efficacement et de façon plus responsable à la marche du monde. Définir une nouvelle souveraineté de la Bretagne est en définitive un exercice préalable à toute définition d'association et d'intégration dans un ensemble plus vaste dans lequel une Bretagne libre et démocratique pourra apporter sa dynamique propre et son sens du collectif. Au-delà d'un point de vue purement intellectuel, la conception ex nihilo d'un nouvel État breton, en utilisant tous les progrès technologiques et civilisationnels de l'instant, est par ailleurs un exercice bien plus stimulant que la composition d'une politique de compromis bancal dans un ensemble institutionnel inachevé et au futur incertain. En conclusion, l'Union européenne n'est plus une évidence. Trouver la voie du consensus. Neke davkaut spi evit kregi, nagober berz evit kendechel. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Le cercle Pierre Landais n'a jamais représenté un groupe nombreux. Selon les manières de compter et les périodes considérées, son noyau dur n'a représenté que 3 à 7 personnes, auxquelles se sont joints à certains moments des occasionnels. Mais ce groupe a été suffisamment nombreux que pour rencontrer des difficultés à établir des positions unanimes sur l'ensemble des sujets abordés. Le fait d'être des régionalistes invétérés, de vénérer la Suisse comme la référence démocratique, de jouer au gouvernement d'un État qui n'existe pas encore, n'a pu éviter que sur la plupart des sujets, l'unanimité ne s'est pas établie spontanément, et même que sur certains points, des compromis n'ont jamais été trouvés. Le cas emblématique du dissensus aura été le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui nécessitait une décision binaire. Soit on le construit, soit on ne le construit pas. Le seul accord qui a fait l'unanimité au sein du cercle en 2013 tient à ce que dans une telle situation, un vote majoritaire peut trancher et résoudre le blocage de la situation, chacun admettant que, faute d'autre solution, le choix de la majorité prime sur le choix des minorités. Ce qui ne fut que la redécouverte d'un principe démocratique déjà largement pratiqué par ailleurs, le Parlement général de l'ancien duché de Bretagne procédant déjà de la sorte avant l'invasion et l'annexion de la Bretagne par la France. Au-delà de ce cas emblématique, le cercle Pierre Landais a développé le dialogue systématique sur tous les sujets à traiter, de façon à comprendre les différences d'opinion entre les uns et les autres, de trouver des dispositions aussi consensuelles que possible avant de procéder à un vote, et après le vote de faire en sorte que les minorités puissent rester solidaires de la majorité, et aussi que la majorité reste aussi respectueuse que possible des minorités. Ce faisant, le cercle s'est dirigé vers la démocratie directe perçue, après la démocratie représentative, comme le nec plus ultra de la démocratie. La démarche a été prolongée sur le site internet dialogue-démocratie.eu, refondu aujourd'hui en unitedcitizens.eu, au gré d'évolutions fonctionnelles et technologiques.
Les auteurs espèrent une certaine indulgence quant au caractère affirmatif de certains passages du livre et invitent le lecteur à participer à la réflexion collective sur un des plus passionnants sujets qui puisse être proposé à autrui, la construction du plus moderne des États pour l'une des plus anciennes nations européennes. La démarche. L'exploration de ce que pourra être un futur État breton suppose une approche méthodologique dont les principales caractéristiques sont d'une, ne pas refaire le monde ou réinventer la poudre, tenir compte de l'existant, s'inspirer des États vertueux que l'on retrouve en tête de tous les classements internationaux relatifs à l'état de droit, à la liberté, à l'égalité, à la performance économique, à la liberté de la presse, etc. Ces pays sont la Suisse, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, où était, pour que la Bretagne prenne sa place dans le concert des nations et devienne ensuite une référence parmi ces références. Tout en tenant compte des expériences des États vertueux, considérez que le nouvel État appartiendra au monde d'après et non pas au monde d'avant. De deux, choisir délibérément la simplicité et l'intelligibilité de la démarche en considérant qu'il est infiniment plus facile de compliquer et de sophistiquer que de simplifier un existant compliqué et même seulement un peu compliqué. Le futur État breton est donc défini comme un État minimal qu'il sera possible d'ajuster et de perfectionner à l'usage sans aller au-delà du nécessaire. De 3. Ne pas marquer de préférence forte entre action publique et action privée, entre étatisme et libéralisme, dans la mesure où l'expérience ne permet pas de trancher de façon définitive entre une approche et l'autre. Le fonctionnement optimal d'un État résulte surtout de la complémentarité et de l'équilibre entre les secteurs privés et publics, et la démarche relève donc sur ce point aussi du pragmatisme plutôt que du dogmatisme. De 4. Prendre en compte ce en quoi le management des entreprises peut être transposé au management d'un État. De 5. Utiliser un vocabulaire simple et ordinaire en considérant que la grande majorité des lecteurs comprend ce qui est écrit, préciser le vocabulaire si nécessaire pour éviter les ambiguïtés, éviter les sigles ou les explicités. De 6. Quantifier des objectifs même si la quantification n'est pas une fin en soi, mais surtout une voie pour parvenir à la qualité. De 7. Sans renoncer aux débats d'idées et aux approches philosophiques ou éthiques, éviter les débats sémantiques sur le sens de mots abstraits qui dissipent inutilement de l'énergie politique. De 8. Choisir une approche concrète plutôt que abstraite, débattre de la liberté en considérant que les conditions matérielles de la liberté sont tout aussi importantes que l'affinement philosophique du concept, qu'il est vain de débattre sans que le débat ne se traduise par un changement dans la réalité des choses. De 9. Sans renier ni ignorer le passé, encore moins en faisant table rase, ne pas être prisonnier et ne se projeter de façon réaliste dans le présent, dans l'avenir, assumer une longue histoire sans épisode à récuser, continuer aujourd'hui un riche héritage culturel et civilisationnel sans passéisme ou nostalgie mélancolique, mener une transition entre tradition et modernité en s'épanouissant dans l'époque en cours pour en faire une étape éminente dans l'histoire de la nation. De 10. Prendre en compte les aspirations profondes des personnes et s'inscrire dans l'essentiel, trouver la cohérence entre le rêve, le possible et la réalité, ne pas chercher à mettre tout le monde d'accord, mais gérer les divergences de façon à cohabiter avec nos divergences de point de vue au sein d'une même société. De 11. Ne pas se nier en tant que breton, mais sans exacerber un particularisme breton. Accepter l'aspiration de chacun à l'universel sans se considérer universel. Jouir sans réserve et sans excès de la chance, du privilège et du bonheur d'être breton. Et si tout le monde n'a pas cette chance, ce privilège et ce bonheur, se réjouir de ce que chacun peut trouver l'équivalent dans d'autres nationalités. De 12. Ne pas mettre en application une idéologie parmi toutes les idéologies, c'est-à-dire vouloir plaquer une idée sur le réel au détriment de ce réel, mais adopter une démarche de réalogie ou encore de réalogie, c'est-à-dire partir du réel pour tenter de l'orienter vers un mieux ou de l'améliorer, de favoriser l'évolution plutôt que la révolution. De 13. Éviter les lubies technocratiques. Gardez à l'esprit que le comportement humain ne s'incarcère pas dans des procédures administratives, qu'un gouvernement ne fait pas le bonheur du peuple malgré lui. Selon le proverbe italien, ne sapiu un matto e casa sua, que un sapio e casa altrui.
Un idiot connaît mieux sa maison qu'un savant ne connaît celle d'autrui. De 14, planifier, inscrire les actions à mener dans l'échelle du temps. Il sera précisé de façon indicative 3 phases et 3 échéances. Une phase de préparation à partir d'aujourd'hui d'environ une décennie permettant d'affiner la définition de l'État breton à venir, de ses institutions et de ses politiques publiques, ainsi que les traités internationaux insérant ce nouvel État dans la réalité internationale. Une phase de transition de la création effective à la mise en place de l'ensemble des institutions d'environ 5 ans. Une phase résiduelle d'un demi-siècle pour la purge de certains aspects nécessitant une durée d'une génération. De 15. Pas d'approche révolutionnaire qui ferait de la Bretagne un pays fondamentalement différent des autres États. Sa différence la plus forte avec les autres États tiendra à l'implémentation de la démocratie directe ou seulement semi-directe, dont la meilleure référence reste aujourd'hui la Suisse. Sans s'en démarquer fondamentalement, il semble possible d'aller plus loin que cette référence suisse. De 16, la conception d'un nouvel État, aujourd'hui, représente une opportunité d'un reset institutionnel permettant la prise en compte de la technologie d'aujourd'hui, des progrès envisageables dans la participation des citoyens aux affaires publiques qui ne sont autres que leurs affaires. Ainsi, la Bretagne sera une Suisse maritime, ou la Suisse sera une Bretagne montagneuse. Ce faisant, la démarche s'inscrit dans l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Il ne peut donc être invoqué le populisme pour restreindre le droit fondamental d'autrui ou la contraposer qui consisterait à revendiquer un élitisme pour ce faire. Le présent livre résulte d'une réflexion collective initiée par le cercle Pierre Landais et se poursuivra au gré des personnes qui verront un intérêt à participer à la définition d'un État d'autant plus moderne qu'il n'est contraint par pratiquement aucun existant ou héritage minimal. La définition du futur État breton est nécessairement progressive et suppose un processus d'erreur et de correction, prenant en compte des réactions que suscitera cette première édition et les suivantes. Le présent livre fera donc l'objet de mise à jour pendant la phase de préparation. La conception des institutions et des politiques publiques d'un futur État breton ne peut se résumer à la simple supputation d'une hypothèse dont la probabilité de se concrétiser dans les futurs imaginables serait nulle. Si tel était le cas, il n'y aurait pas lieu de s'adonner à l'exercice. Nous considérons, même si cet État n'est pas la seule hypothèse à considérer pour les futurs possibles de la Bretagne, et même si des alternatives sont aussi considérées, que cette hypothèse est la principale parmi toutes les hypothèses. Il en sera donc parlé au temps futur du mode indicatif et non au conditionnel, et encore moins au subjonctif. Cette démarche se retrouve dans le présent livre par la généralisation des questions auxquelles le lecteur peut répondre et exprimer son avis. Il est cependant impossible de tout transformer en questions préalables. Aussi ce cahier présentera un cadre institutionnel qui aura sa cohérence propre, qui sera amendable dans les détails, mais qu'il y aurait lieu d'accepter ou de rejeter en bloc. À charge, dans ce dernier cas, de formuler des contre-propositions. Ce cadre institutionnel, reprenant les valeurs et les standards des démocraties les plus exemplaires dans le monde, son acceptabilité par une majorité apparaît vraisemblable. Son originalité consiste à implémenter autant de démocratie directe que raisonnable. Cette originalité sera surtout inacceptable qu'à ceux qui se revendiquent du peuple ou de la démocratie pour mieux imposer leur propre vue. Des politiques publiques pouvant être menées dans le cadre institutionnel ci-dessus, ces politiques publiques permettent un débat beaucoup plus large et contradictoire que le cadre institutionnel. La ligne idéologique. Au-delà de valeurs présumées comme largement partagées par les Bretons et d'une démarche méthodologique basée sur l'expérience et le pragmatisme, le concept d'un État breton futur ne remet pas en cause les principes sociaux et économiques. D'une, de la propriété individuelle. De deux, de l'héritage qui peut être considéré comme un prolongement de la notion de propriété. De trois, de la liberté d'entreprendre, de créer son entreprise, de la vendre, de la fusionner avec une autre. De 4, de la concurrence entre les entreprises sur un même marché. La remise en cause du principe de la propriété serait contraire aux droits fondamentaux, en particulier de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui stipule que toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété et que nul ne peut en être arbitrairement privé.
Ces points représentent une approche libérale de l'économie, ce qui ne correspond pas à ce qui est parfois qualifié de libéralisme sauvage, c'est-à-dire un libéralisme qui s'affranchit de règles ou des réglementations. Le libéralisme s'exerce dans un cadre réglementaire strict, soit un libéralisme respectueux du droit en général, en particulier des droits fondamentaux des personnes, de l'environnement et de la biodiversité, mais aussi du droit de l'entreprise, du travail et du commerce, et en particulier le commerce international. L'intervention de l'État en matière économique consiste tout d'abord à définir et à faire appliquer le droit et la réglementation, en limitant ensuite autant que possible l'intervention de l'État dans la marche de l'économie, considérant que le rôle de l'État est de créer un cadre favorable au développement économique, en s'abstenant d'agir directement comme un agent économique de production et de distribution, autrement dit, exercer un rôle d'arbitre et non pas de joueur. La présente démarche est donc évolutionnaire et non pas révolutionnaire, et paradoxalement refondatrice plutôt que réformatrice. Il ne s'agit pas d'une opposition de principe à des approches révolutionnaires, qui peuvent présenter des aspects séduisants, comme l'autogestion ou les coopératives, mais ces théories souffrent d'avoir conduit à peu de réalisations concrètes et durables, et au contraire d'avoir conduit à des régimes autoritaires et totalitaires, ce qui sera résolument prévenu et évité. La démarche dissocie donc la transition démocratique et une transition socio-économique, sans souscrire au principe de la convergence des luttes, en considérant que la transition démocratique est en soi susceptible de conduire à un progrès social et économique significatif et peut-être suffisant. La transition démocratique consiste à replacer l'ensemble des citoyens au cœur du processus de décision dans les politiques publiques, de façon à ce que leur point de vue prime sur celui d'une élite ou d'une technocratie de plus en plus déconnectée de la réalité du terrain. La réduction du processus de décision à un cercle restreint de quelques personnes et de leurs obligés, d'une élite qui se coopte entre quelques initiés, et la dérive des démocraties parlementaires occidentales, qu'il y a d'abord lobbying d'entreprises internationales ou de partis politiques dont les intérêts ne coïncident pas avec l'intérêt général. Ce lobbying doit s'exercer envers chaque citoyen et non pas quelques élus. L'administration doit aussi être au service des citoyens et non pas de quelques-uns de leurs représentants. Les décisions à prendre qui concernent des millions de citoyens doivent reposer sur une base large d'expression des opinions et des aspirations. Une telle concertation est recommandée par la Convention d'Aarhus du 30 octobre 2001 pour les projets ayant un impact fort sur l'environnement. Cette convention doit être généralisée à toute politique publique et pas seulement à celle de l'environnement. La suite à donner. Après avoir conceptualisé l'idée d'un État breton indépendant et souverain, sera-t-il opportun de promouvoir cette idée afin qu'elle entre dans la réalité ? Peut-être. La question se posera lorsque l'ensemble des cahiers aura été rédigé et que la perception de l'idée aura pu être évaluée, et aussi en fonction de l'évolution internationale, dont on ne peut exclure une orientation défavorable. Quoi qu'il en sera, la question de la Bretagne dans la France et dans l'Union européenne trouvera des réponses argumentées après avoir préalablement pris en compte des aspirations latentes et légitimes de la part d'un nombre non négligeable de Bretons. L'État. Les institutions de l'État breton s'inspireront de celles des démocraties les plus exemplaires dans le monde, en l'occurrence celles des nations intermédiaires les plus performantes. Les institutions présentées ci-après répondent à un objectif de simplicité, d'intelligibilité et aussi de facilité d'appropriation. La démocratie. La démocratie représente le Graal de l'organisation de la société, du moins dans le monde occidental. Son degré d'achèvement peut s'exprimer et s'évaluer par différents indicateurs. Par exemple, le Human Freedom Index évalue la liberté individuelle et la liberté économique. Le World Happiness Index, basé sur différents critères, le bonheur individuel, logement, revenu, travail, l'appartenance à la communauté, la santé, le sentiment de réussir sa vie, le sentiment de sécurité, équilibre entre le travail et la vie familiale. L'indice de développement humain, basé sur l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation et le produit intérieur brut par habitant. Le Fragile State Index, ou indice de fragilité des États, classe les États selon les risques qu'ils s'effondrent. C'est donc dans le bas du classement que l'on trouve les États les plus stables et donc les plus durables.
En définitive, le cercle vertueux de la démocratie repose sur la liberté, la prospérité, pas nécessairement matérielle, la santé, et conduit à la confiance et au bonheur. Pour chacun de ces indices, on retrouve presque toujours dans le peloton de tête les pays scandinaves, Danemark, Suède, Norvège, Islande, Irlande, Suisse, Pays-Baltes, Finlande. Dans le monde, on retrouve presque toujours la Nouvelle-Zélande et le Canada, et aussi Singapour, l'Uruguay. Où sont dans ces classements la France et l'Allemagne? Où sont les États-Unis? Où est la Chine, l'Union européenne? La Bretagne? Les pays vertueux qui émergent sont des pays de taille petite ou moyenne, en l'occurrence comparables à celle de la Bretagne. Ce sont des démocraties représentatives ou parlementaires où les citoyens ont confiance dans leurs élus. Ces pays peuvent être qualifiés de sociétés de la confiance, non seulement de la confiance envers les élus, mais aussi de la confiance entre les citoyens eux-mêmes. Il existe deux formes de sociétés de la confiance, les sociétés libérales et les sociétés égalitaires. Il n'est pas nécessaire de faire un choix entre les deux approches, mais de les considérer comme conciliables et même complémentaires. Le cas particulier dans ces palmarès, c'est la Suisse, qui est une démocratie à la fois parlementaire et directe, autrement dit semi-directe. Cet exemple inspirera plus particulièrement les nouvelles institutions de l'État breton qui ambitionnera de rejoindre les références dans les classements internationaux. Les personnes. Les nationaux. Les Bretons sont l'ensemble des personnes qui se déclarent de nationalité bretonne et qui se reconnaissent mutuellement comme telles. La nationalité bretonne est une notion politique et culturelle et non pas une condition économique ou sociale. La nationalité bretonne ne se fonde pas sur une appartenance ou une pratique linguistique. Le français est aujourd'hui la langue de communication largement majoritaire en Bretagne, malheureusement. Mais le sentiment d'appartenance n'en persiste pas moins. La Bretagne est fondamentalement bilingue et même multilingue. Son aptitude internationale doit désormais se démontrer par la pratique de l'anglais. La nationalité bretonne se fonde sur des valeurs bretonnes, qui présentent d'éventuelles nuances avec les valeurs de l'Union européenne, sans pouvoir être en contradiction avec ces dites valeurs. La nationalité bretonne ne se fonde pas sur la religion, quand bien même les religions ancestrales que sont le druidisme et le christianisme celtique ont marqué le fondement de la Bretagne et que le catholicisme a dominé et définitivement marqué son histoire. La nationalité bretonne est désormais laïque, ce qui signifie que la religion ou son absence relève de la vie privée et que les politiques publiques ne se fondent pas sur des préceptes religieux. La nationalité bretonne se fonde cependant sur la tolérance linguistique et religieuse. La nationalité bretonne suppose l'acception et l'appropriation de l'histoire de la Bretagne, quels que soient ses torts et ses mérites. Elle suppose également le désir de participer activement aux nouvelles pages de cette histoire et du rayonnement de la Bretagne parmi les nations civilisées. En pratique, les personnes dont un ancêtre est né sur le territoire breton avant 1950 peuvent revendiquer la nationalité bretonne, droit du sol. La nationalité bretonne s'acquiert ensuite d'office par le fait qu'un des parents est de nationalité bretonne, droit du sang. Les étrangers, non bretons, peuvent demander la nationalité bretonne dans la mesure où ils adhèrent aux idéaux bretons et européens, ont démontré cette adhésion dans leurs engagements, ainsi que leur préférence de la nationalité bretonne par rapport à leurs éventuelles autres nationalités, droit du cœur. Cas également des non-bretons qui participeront activement à la recréation de l'État breton par passion pour la démocratie directe, ou pour la nation bretonne elle-même. La nationalité bretonne donne droit à la citoyenneté bretonne. Les citoyens. Les citoyens bretons sont les nationaux bretons ayant demandé la citoyenneté bretonne qui confère les droits et les devoirs avenants. Résider, travailler et consommer en Bretagne. Participer au débat public, voter pour les représentants et participer à l'essor de la Bretagne. La défendre militairement, si besoin, au risque de sa vie. Le contexte particulier de la recréation de l'État breton nécessite de définir la notion de citoyen breton sans la nationalité bretonne, pour les ressortissants de l'Union européenne, au sens large, donc ce qui inclurait la Grande-Bretagne, la Suisse, la Norvège, résidant en Bretagne au moment de la création de l'État breton. Ce statut particulier sera ouvert à ce seul moment aux résidents respectant les valeurs européennes et ne sera plus accessible après la recréation de l'État breton.
Ces citoyens bretons pourront disposer d'une carte de citoyen breton, mais leur passeport restera celui de leur état d'appartenance. Le statut de citoyen breton sans nationalité bretonne ne sera pas non plus transmissible automatiquement aux descendants, sauf aux seuls nouveaux membres d'une famille dont les parents bénéficient déjà de ce statut. La représentation. La démocratie représentative rencontre aujourd'hui des limites et connaît une crise qui se traduit par une défiance envers les élus, un manque de lisibilité des institutions, des participations de plus en plus faibles aux élections et une crise des vocations. L'élu dévoué pour ses concitoyens, intègre, soucieux du bien public et du bien-être de ses concitoyens, soucieux de la bonne utilisation des deniers publics, existe toujours. Mais ce profil peut être considéré comme minoritaire et absent des sphères réellement décisionnaires, avec une pléthore d'élus qui n'apportent pas une contribution significative à la marche des affaires publiques. Les partis politiques décident de qui sera sur les listes électorales ou non, et nombre d'élus n'apportent seulement qu'une majorité à quelques décideurs. Dans les démocraties parlementaires, les décisions sont prises par des représentants qui débattent dans un parlement ou une assemblée restreinte au nom de leurs concitoyens qui les ont élus. La démocratie parlementaire présente aujourd'hui deux divers défauts qui ne sont plus acceptables par les citoyens restés en dehors de l'Assemblée. L'avis de ces citoyens instruits, compétents dans leur domaine professionnel ou associatif, leurs entreprises et leurs lieux de vie, aussi compétents sinon plus que les élus, doit être pris en compte avant toute décision politique. Les insuffisances sont désormais bien connues. Les élus appartiennent à des partis et s'inscrivent dans une logique de parti, qui altère le sens de la représentation. Les élus deviennent des professionnels de la politique et ils y font carrière. Quel que soit le parti auquel ils appartiennent, les élus produisent des lois qui définissent leur propre statut et leur financement public, les déresponsabilisent de leurs décisions et les protègent de poursuites judiciaires. Le cumul des mandats favorise le carriérisme, qui consiste à enchaîner les mandats tout au long de sa vie, au détriment du renouvellement des hommes et des idées et du brassage des expériences. Le débat politique se déroule dans un état de campagne permanent, la continuation des promesses après avoir été élu et, à peine élu, penser à sa réélection et une nouvelle étape dans les mandatures. Le clientélisme se développe, accorder des faveurs à des catégories ou des communautés pour obtenir des voix aux élections. La représentation aujourd'hui, c'est gouverné par les sondages sur des sujets mineurs, vitesse limitée à 80 ou 90, redevance télévision, de moindre importance ou des sujets sociétaux, en exacerbant les conflits plutôt que de rechercher les consensus. C'est procrastiner, complexifier les procédures, diluer les responsabilités, multiplier les organismes de conseil, réagir à l'urgence de façon émotionnelle. L'absence de bilan de l'action est générale ou reste sans effet correctif. L'élection confère une légitimité de moins en moins acceptée, mais pas une compétence, de capacité ou d'expérience intellectuelle autre que la compétence initiale de l'élu. Le niveau intellectuel et la compétence des élus paraît baisser. Les sondages et les recours aux cabinets extérieurs se généralisent. La distinction entre élus et fonctionnaires s'estompe. Dans le contexte d'un millefeuille institutionnel et d'inégalité des territoires, où les questions à traiter s'interpénètrent et se complexifient, les dépenses ne sont plus maîtrisées. L'énergie politique à réhabiliter réside dans le peuple, les citoyens qui détiennent la véritable compétence pour la gestion, une intelligence collective répartie au sein d'une population encore éduquée. Il reste à organiser l'utilisation de cette compétence pour l'élaboration de décisions et d'orientations politiques concertées, véritablement débattues, où les arguments sont exprimés sans opprobre pour rechercher les compromis porteurs de consensus plus larges ou optimaux. La table ronde. Même si en pratique une minorité seulement de citoyens participe activement au débat de la démocratie directe, l'ensemble de ces citoyens représente une somme de connaissances et de compétences bien supérieure à celle de l'ensemble des élus actuels. La démocratie directe doit permettre de valoriser toute une énergie politique qui reste en jachère dans une démocratie parlementaire. La table ronde, autour de laquelle les citoyens débattent avant de passer au vote, soit l'Assemblée générale des citoyens, sera le fondement de la démocratie directe.
Cette table ronde fait référence à l'héritage et à l'imaginaire celtique, mais il est aussi possible de faire référence à la Grèce antique avec son agora, lieu d'échange des citoyens grecs, et à Rome avec son forum, qui présente des analogies avec la table ronde des Bretons. Comme il y a potentiellement 5 millions de citoyens bretons, dont 80% d'adultes, soit 4 millions disposant d'une voix, la réunion de ces 4 millions de citoyens autour d'une table ronde suppose une table d'un diamètre de quelque 250 km de diamètre, qui ne tient même pas sur le territoire de la Bretagne. Qui plus est, avec la rotondité de la Terre, un citoyen assis à la table ronde ne verrait pas son concitoyen assis en face. La table ronde des citoyens sera désormais dématérialisée, avec les technologies d'aujourd'hui, soit des sites internet accessibles 24 heures sur 24 de partout dans le monde, dont un préfigurateur pourrait être united-citizen.eu. Dans la démocratie directe du futur État breton, les citoyens disposent collectivement du pouvoir d'exprimer leur avis et de voter sur toute décision les concernant. Dans la mesure où l'ensemble des citoyens n'auront pas tous le même avis sur une question donnée et qu'une décision doit être prise, les citoyens adultes disposeront d'une voix pour se prononcer pour ou contre la décision. Si une majorité de votes sont en faveur de la décision, elle est donc prise, et dans le cas contraire, elle est rejetée. Cette règle doit néanmoins être assortie de dispositions tendant au compromis entre la stabilité institutionnelle et la capacité d'adaptation aux évolutions. Même directe, la démocratie nécessite d'être organisée et de désigner des élus. Mais ces élus ne seront pas des élus d'une démocratie parlementaire, qui décident selon leur propre vue ou selon les consignes de leur parti, en oubliant de représenter les citoyens. Les élus seront des animateurs de débats, qui aideront les citoyens à proposer des questions et des décisions, des coachs davantage que des patrons. Leur excellence tiendra à la manière dont ils auront aidé leurs concitoyens à s'écouter, à se comprendre et à suggérer des motions communes, susciter des consensus ou amener des citoyens à accepter des orientations qu'ils n'auront pas choisies. Quand bien même l'État breton sera une démocratie directe, des élus sont aussi nécessaires pour personnifier les institutions et les politiques publiques, en particulier au moment de la transition, pour conserver des repères habituels et plus durablement pour la visibilité de la Bretagne à l'extérieur. À l'extérieur, la démocratie directe de la Bretagne ressemblera institutionnellement à une démocratie parlementaire, avec en particulier un chef d'État et un gouvernement. La confiance. Chaque citoyen disposera de la possibilité de donner son avis sur les sujets qui le concernent. S'il n'use pas de son droit, ce citoyen s'en remettra à ses concitoyens, ses égaux, et non pas à un élu, et s'il s'abstient de participer, son attitude sera interprétée comme une marque de confiance envers ses citoyens davantage que comme un désintérêt des affaires publiques. La démocratie directe est une société de la confiance des uns envers les autres. Les sociétés de la confiance sont des sociétés fondées sur un compromis entre liberté, égalité, quoi que ça veuille dire, et solidarité. La Bretagne saura trouver la voie de sa société dans la confiance entre les références anglo-saxonnes et scandinaves. Les pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Dans les démocraties parlementaires, la séparation des pouvoirs consiste généralement à distinguer le Parlement qui fait les lois, le gouvernement qui les gouverne et la justice qui juge. La plupart des États dans le monde sont des démocraties parlementaires qui organisent la séparation des pouvoirs ou, pour certains d'entre eux, prétendent seulement le faire. Le principe de la séparation des pouvoirs remonte à l'Antiquité grecque et a été théorisé par Locke et Montesquieu. Il vise à limiter l'arbitraire et à empêcher les abus liés à l'exercice du pouvoir. L'objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d'aboutir à l'équilibre des différents pouvoirs. Pour qu'on ne puisse pas abuser de pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La démocratie directe ne contrevient pas au principe de séparation des pouvoirs, mis en œuvre dans de nombreuses démocraties parlementaires, avec en particulier le Parlement, le gouvernement et la justice. Cependant, chaque pouvoir émane du peuple et le peuple est tricéphale. Le Parlement représente le peuple pour légiférer, la justice dit le droit et rend la justice au nom du peuple, le gouvernement gouverne pour le bien du peuple. Nous retiendrons, comme dans une démocratie parlementaire, les trois pouvoirs du Parlement, du gouvernement et de la justice.
L'équilibre des pouvoirs. Le check and balance. La notion d'équilibre des pouvoirs a été historiquement implémentée par le dispositif des check and balance dans la Constitution américaine de 1787. Donc ces contrôles et contrepoids sont donc conçus comme une opposition, voire un affrontement entre les pouvoirs. Dans une démocratie directe, les citoyens approuvent, ou non, en dernier ressort, l'action publique exercée par les pouvoirs, ce qui permet une approche différente du check and balance pour réaliser l'équilibre des pouvoirs. Les pouvoirs n'auront donc pas besoin de se contrôler et de s'opposer entre eux, mais au contraire, tout en restant dans leur rôle respectif, à se faire approuver par les autres pouvoirs qui représentent tout autant les citoyens. Il y a donc lieu de parler plutôt de help and support, assiste et soutien. Dans la philosophie du help and support, le Parlement transmet à la justice les projets de loi, modifiant le droit. La justice émet alors, à partir de son expérience, ses observations sur ces projets de loi. Au gouvernement, les projets d'objectifs et le gouvernement lui fait part de leur réalisme eu égard à son expérience du gouvernement. La justice transmet au Parlement le bilan des jugements émis par application de la loi, et le Parlement prend en compte ces observations pour d'éventuelles évolutions de la loi. Au gouvernement les projets de bilan de son action, et la justice lui fait part de ses observations sur ces bilans avant publication définitive. Le gouvernement transmet au Parlement les projets de réglementation et de planification répondant aux droits et aux objectifs qu'il a émis, et le Parlement émet ses observations sur cette réglementation et cette planification. À la justice, les projets de bilan qui lui permettront de mener les évaluations de son action, et la justice lui transmet ses évaluations. Ces échanges sont effectués annuellement en 3 temps entre deux pouvoirs. Un aller pour transmission du document principal, un retour pour observation sur les documents transmis, puis un deuxième aller pour informer de la prise en compte définitive du retour. Les citoyens sont informés des échanges et peuvent émettre individuellement leurs avis sur l'aller et le retour pour chacun de ces échanges. Les pouvoirs prennent en compte les avis des citoyens et expriment la manière dont leurs avis sont pris en compte, au même titre que les observations des pouvoirs. L'implication des citoyens dans le processus d'équilibre des pouvoirs permet de conforter la complémentarité et la solidarité entre les pouvoirs pour que chacun exerce au mieux son rôle au bénéfice des autres et des citoyens. La présidence. Les institutions américaines ne dissocient pas le rôle de président de celui de chef du gouvernement. Aux États-Unis, le chef de l'État et le chef de gouvernement sont une seule et même personne, le président. Dans les démocraties parlementaires européennes, le chef de l'État et le Premier ministre sont deux personnes distinctes. Dans l'ancien duché de Bretagne, comme en Angleterre au XIVe siècle, la distinction était effective entre le duc, chef de l'État, et le chancelier, équivalent d'un Premier ministre du gouvernement comme en Allemagne aujourd'hui. Le duc de Bretagne et le roi d'Angleterre ne gouvernaient déjà plus à ce moment. Une autre séparation du pouvoir s'observe donc quand la fonction de chef du gouvernement se dissocie de la fonction de chef de l'État. Dans la plupart des États membres de l'Union européenne, il y a distinction entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Assez souvent, le chef de l'État est un souverain issu d'une dynastie qui a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui, ou un président élu et ou désigné dans les démocraties parlementaires. Le chef du gouvernement est assez souvent issu d'une élection, de parlement et d'un parti qui a émergé à cette occasion. Le contre-exemple dans l'Union européenne de la distinction entre chef de l'État et chef de gouvernement est la France. Quand bien même il existe un chef de l'État et un Premier ministre chef de gouvernement, le régime est dit présidentiel, dans la mesure où le chef de l'État, en l'occurrence le président de la République, est élu au suffrage universel. Ce président désigne le chef du gouvernement, soit le Premier ministre qu'il peut révoquer à tout moment. En pratique, le président de la République, soit le chef de l'État, assume partiellement un rôle de Premier ministre aux côtés de ce Premier ministre. Depuis la période des cohabitations, le rôle du président se situerait à l'extérieur sur la scène internationale, et le Premier ministre plutôt des affaires intérieures. Mais cette distinction reste aussi floue qu'entre le président et le Premier ministre russe et tient davantage aux personnalités qu'à une logique institutionnelle. Dans le futur État breton, la séparation des pouvoirs sera accompagnée de la séparation des rôles du chef de l'État et du chef du gouvernement. Le chef de l'État sera donc le président de la Bretagne, ou le duc, ou le roi,
Par commodité, la présidence sera dénommée comme pouvoir, encore que son rôle consistera principalement à ne pas intervenir dans l'action des autres pouvoirs. Elle n'est pas un contre-pouvoir non plus, mais bien un pouvoir de coordination et d'équilibre entre les autres pouvoirs. Le Parlement. Le Parlement assure deux fonctions ou missions principales: l'établissement du droit et de son évolution, l'élaboration des objectifs gouvernementaux, direction ou orientation, et les objectifs à atteindre, soit l'équivalent d'un conseil d'administration dans une entreprise. Le Parlement transmet donc au gouvernement la feuille de route en même temps que les règles de droit à observer pour atteindre ces objectifs. Le droit. L'inflation législative. Au cours de son expansion, l'humanité a produit des millions de pages de textes de loi, probablement selon une des nombreuses exponentielles qui caractérisent l'Anthropocène. La prolifération de ces textes de loi pourrait se comparer à celui de la connaissance, si ce n'est que la connaissance permet de faciliter la vie et de l'améliorer, et qu'il n'est pas sûr que la prolifération de textes de loi simplifie la vie des citoyens et des sociétés. Le droit européen ajoute au droit des États membres une couche qui, elle aussi, semble ne pas avoir de limite, et qui aboutit à un droit européen hyper complexe, sans même l'avantage de l'unicité, les droits des États membres étant seulement européanisés ou harmonisés, c'est-à-dire plus ou moins ressemblant d'un État à l'autre. People made law, et nul n'est censé ignorer la loi. Peut-on ne pas ignorer la loi sans la comprendre? Peut-on comprendre la loi sans savoir la commenter? Peut-on commenter la loi sans être capable de participer à sa rédaction? Chacun porte en soi, avec plus ou moins d'aptitude, la capacité à ne pas ignorer, à comprendre, à commenter et à rédiger la loi. De façon disciplinée, chacun pourrait contribuer à l'écriture de droit. La Constitution. L'État breton résulte de la proclamation de sa constitution, qui est le point de départ de la réécriture complète du droit de cet État. Le droit est l'élément fondamental de la souveraineté. Il est inenvisageable d'exercer une souveraineté sans maîtriser son droit. Le droit applicable en Bretagne est actuellement le droit français, qui sera progressivement remplacé par le nouveau droit breton. La Constitution est donc le point de départ de la réécriture complète du droit. Le corpus juridique breton sera donc constitué par un préambule, la Constitution, les droits fondamentaux, les conventions et traités internationaux auxquels la Bretagne adhérera, le droit dérivé des droits fondamentaux et des traités, la procédure et la jurisprudence. La restructuration. Les lois inutiles affaiblissent les nécessaires, affirme Montesquieu dans l'Esprit des lois. Plus que réécrire le droit ex nihilo, il s'agit de le restructurer, de le simplifier et de le mettre en complétude. Le droit breton résultera d'abord d'une rédaction collective par les citoyens et ne sera pas un domaine réservé à de seuls parlementaires ou juristes. La restructuration consiste toujours à bien faire la différence entre le droit et le règlement. Le droit est l'affaire du Parlement et le règlement l'affaire du gouvernement. Le règlement n'est pas le droit, mais doit être conforme au droit. Il est donc opportun de redéfinir la pyramide de Kelsen en séparant droit et règlement. La légistique. La légistique, autrement dit l'art et les règles pour rédiger la loi, reposera sur les principes suivants. L'intelligibilité, dans la mesure où le droit a pour finalité de permettre à la société de fonctionner harmonieusement et de faciliter les relations entre les citoyens, pas de leur compliquer l'existence ou de créer des sinécures pour des professionnels du droit et un clivage entre ces derniers et les citoyens. La rédaction exclura les termes et les concepts archaïques, le document unique en hypertexte appliquant un principe de la programmation du logiciel. Ne vous répétez pas. L'alignement ministériel, tout en s'abstenant de faire référence à l'organisation des institutions, autrement dit, d'attribuer des rôles à des élus ou à des fonctionnaires. La territorialité. Le droit breton n'annexe ou ne compose avec aucun droit étranger. Le droit breton s'applique exclusivement sur le territoire breton et ne peut être appliqué de façon extraterritoriale. Toutefois, des faits répréhensibles au sens du droit breton, commis par des citoyens bretons à l'étranger, pourront, s'ils ne sont pas condamnés sur le territoire concerné, être rejugés en Bretagne. Par respect de leur souveraineté, la justice de Bretagne ne s'ingère pas dans la justice des autres pays, y compris si ces pays appliquent la peine de mort. La laïcité.
Le droit breton ne reconnaît aucun droit religieux. Les droits religieux sont interdits sur le territoire breton. Les orientations et les objectifs. La séparation gouvernementale. Gouverner résulte des actions successives suivantes. Définir des orientations et des objectifs. Définir des actions et des moyens associés permettant l'atteinte des objectifs. Corriger les objectifs et les moyens en fonction de l'évolution de la situation. Une fois les actions menées, évaluer le résultat et déterminer si les objectifs ont été atteints. Ces actions ne seront pas l'apanage du seul gouvernement, mais successivement des trois pouvoirs. Le Parlement pour la définition des orientations et des objectifs, le gouvernement pour mener l'action publique et la mise en œuvre des moyens tendant à l'atteinte des orientations et des objectifs, la justice pour l'évaluation de l'action du gouvernement. Un futur collectif. Gouverner, c'est convenir de directions dans lesquelles orienter les politiques et l'action publique afin d'opérer un changement global dans l'état actuel de la société et de l'économie. Dans la mesure où il concernera chaque personne individuellement, la légitimité d'un tel changement ne peut résulter que d'un débat mettant en évidence une volonté collective et consensuelle pour le mettre en œuvre. Le débat a pour finalité de mettre en évidence les divergences de points de vue, de rechercher un consensus, à défaut un compromis, et en leur absence de trancher sur les options par un vote majoritaire. Le débat parlementaire sur les orientations doit permettre à la société de se maintenir, de s'adapter au monde extérieur et aussi de se transformer pour réaliser les aspirations des citoyens. Les aspirations doivent être conciliées, mises en cohérence et explicitées dans leurs conséquences avant d'être mises en application. Il revient au Parlement d'organiser les débats entre les citoyens pour exprimer le futur collectif qui sera à mettre en œuvre en même temps que de faire émerger le droit que devra respecter le gouvernement dans son action. L'expression des orientations. Le changement comporte nécessairement une part de rêve et d'idéalisation du futur. Cependant, le rêve s'inscrira dans la réalité, et cette réalité doit être exprimée de façon précise et concrète. À défaut, le changement restera une illusion collective et une chimère, un débat permanent et une cause d'affrontement. Il sera donc plus opportun de s'inspirer du pragmatisme asiatique que de l'angélisme occidental pour parvenir à des résultats concrets. Nous illustrerons d'abord notre propos par des exemples et des contre-exemples extraits d'une publication de l'actuel Conseil économique et social et environnemental de l'actuelle région administrative Bretagne, intitulée « Cette orientation pour la Bretagne ». Dans cette brochure, les orientations sont favoriser et améliorer les conditions des mobilités, promouvoir une économie de la transition, promouvoir un dialogue social de transition, pour une vision positive des controverses socio-techniques, prévoir, anticiper, etc. Autrement dit, une liste de vœux pieux, imprécis, avec lesquels on peut difficilement ne pas être d'accord. L'expression des orientations peut être plus pertinemment exprimée par un verbe qui sera le vecteur de l'action publique à suivre. Réduire les inégalités professionnelles, réduire l'empreinte écologique, améliorer la sécurité des employés dans les entreprises, réduire la délinquance, réduire les inégalités de revenus, etc., etc. À ce moment, la plupart des orientations deviennent concrètes et intelligibles. Cependant, certaines orientations peuvent être trompeuses et présenter un caractère seulement démagogique. Par exemple, augmenter les prestations sociales, faire payer les riches, etc. Certaines orientations peuvent conduire à des affrontements idéologiques et philosophiques. En pratique, l'action publique est une action pragmatique et pas dogmatique ou idéologique, qui conduit à des solutions et pas à des nouveaux problèmes. Dans la mesure où les directions relèvent d'un progrès communément admis par tous, et que, de plus, chacun bénéficiera de ces progrès à titre personnel, il sera difficile de proposer une idée vraiment originale ou révolutionnaire, tous les pays tendant à se copier et se comparer les uns aux autres. Il sera possible de s'approprier et de transposer de nombreux exemples de solutions mises en œuvre dans les pays références. De l'orientation à l'objectif. L'efficacité des politiques publiques nécessite d'aller au-delà d'une seule direction ou orientation. Ces directions et orientations doivent être transformées en objectifs quantifiés et datés dans le temps. Nous prendrons l'exemple d'un objectif qui sera particulièrement simple à exprimer et qui sera bien plus difficile à réaliser et atteindre, à savoir atteindre la neutralité carbone en 2050.
Cet objectif sera donc facilement exprimé par une courbe sur une échelle de temps. Un autre objectif, pris à titre d'exemple, plus sociologique que sociétal, serait réduire les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. La difficulté sera d'établir des critères caractérisant les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes, qui peuvent se décliner en particulier en inégalité de salaire à poste comparable, inégalité de progression de carrière, le fameux plafond de verre. Il sera assez aisé de distinguer hommes et femmes, de comparer le montant des salaires, mais plus difficile de comparer les postes, surtout pour les postes de responsabilité. Et encore. Il n'existera pas vraiment de sujet qui n'ait déjà conduit à des méthodes d'analyse et de comparaison. Le World Economic Forum publie un classement des pays selon un index de parité homme-femme sur une échelle variant de 0 à 100, 0 correspondant à l'absence totale de parité et 100 à la parité parfaite à partir de 14 critères en 4 catégories. Implication dans l'économie, l'éducation, la santé et la politique. Par exemple, le critère égalité de salaire à poste comparable dans la catégorie économie mesurerait l'écart de salaire entre un homme et une femme. Cette échelle étant stable depuis 2006, elle permet de mesurer l'évolution d'un pays dans la durée. En particulier, quand il porte sur des aspects sociétaux, la métrologie et la caractérisation des objectifs existent déjà et seront définitivement perfectibles. Les parlementaires. Les orientations et les objectifs excèdent bien largement les échéances électorales, au-delà desquelles les plus élus des démocraties parlementaires limitent leurs horizons. Leur carriérisme politique est une des principales causes des impasses et des dérives des sociétés démocratiques. De façon générale, le mandat électif ne devra être renouvelable qu'une seule fois, en donnant l'occasion à un élu de se faire réélire et de terminer ainsi sa carrière politique en apothéose. Dès qu'il est élu, le citoyen élu est lié avec les institutions par un contrat de travail qui met fin après un certain délai à son contrat de travail précédent. Le contrat de travail de l'élu est fondé sur le contrat de travail de base de n'importe quelle personne avec un employeur. Après la fin de leur mandat électif, le contrat de travail en tant qu'élu cesse, sauf si l'élu est réélu. Si l'élu est réélu dans une autre fonction élective, son contrat de travail est adapté à la nouvelle situation. À la fin de leur mandat, les élus se retrouvent sur le marché du travail, éventuellement en recherche d'emploi, s'ils ne retrouvent pas immédiatement un emploi. On présumera évidemment qu'une expérience d'élu est un atout dans le cursus professionnel. Les élus n'auront pas de statut particulier en tant qu'élus. Ils resteront des citoyens soumis aux droits des personnes et les particularités de leur statut sont décrites dans leur contrat de travail. Si un élu est mis en examen, la présomption d'innocence s'appliquera sans contraindre à la démission. Selon la gravité d'une peine qui serait prononcée à l'issue d'une procédure, l'élu sera démis de ses fonctions immédiatement, fin immédiate de son contrat de travail, et deviendra définitivement inéligible. Le gouvernement. Gouverner ne consiste pas à participer à une foire d'empoigne avec des concours d'éloquence dans des joutes oratoires, comme en Grèce antique. Gouverner n'est pas improviser, n'est pas réagir, mais proagir, même si tout gouvernement est amené à gérer des situations d'urgence. Le résultat de l'action gouvernementale découle de ce qui a été décidé préalablement, de ce qui a été planifié, afin de réaliser les objectifs qui ont été débattus et définis par le gouvernement. Un État n'est pas une entreprise, ou alors une entreprise publique, mais le gouvernement pourra s'inspirer utilement du management des entreprises privées. Les politiques publiques. Définir les moyens. En reprenant l'exemple de la neutralité carbone en 2050, l'atteinte de l'objectif résultera d'une multitude d'actions impliquant tant les institutions que les citoyens et les entreprises. La neutralité carbone résultera tout d'abord de la neutralité carbone dans l'ensemble des secteurs ministériels, et si tous les secteurs ne peuvent atteindre individuellement la neutralité, faire en sorte que les excédents des uns compensent les déficits des autres. Pour chacun des domaines ministériels concernés, la neutralité carbone doit ensuite résulter d'une transformation à long terme quasiment séculaire. Il ne suffit donc pas de tenir des objectifs intermédiaires, mais de garantir que l'objectif final sera tenu. Un même objectif pourra être atteint de diverses manières, mais les différentes approches seront plus ou moins coûteuses en moyens et garantiront avec plus ou moins de certitude et plus ou moins le résultat. Les principaux leviers des politiques publiques pour atteindre un objectif sont la concertation, qui peut se suffire à elle-même, la réglementation et le budget. La concertation. La concertation est une étape préalable à toute forme d'action. Elle consiste à associer les citoyens et les entreprises à l'élaboration des politiques publiques.
La concertation permet d'impliquer, d'exprimer les idées et les initiatives. Il résultera de la concertation systématique le sentiment d'être associé et engagé par les décisions ultérieures. Chacun doit comprendre son rôle dans l'action gouvernementale avant qu'il soit exigé de lui de l'appliquer. Une fois prises, les décisions donnent lieu à la communication, l'explication des enjeux, l'incitation et l'encouragement à participer. L'esprit civique en Bretagne devrait se comparer à l'esprit civique au Danemark. Dans une société apaisée, en tenant compte de l'émulation de chacune des nations, en situant la Bretagne par rapport aux autres États de taille comparable qu'on retrouve très souvent en tête des classements internationaux, la motivation à relever un défi ne devrait pas faire défaut. La réglementation. La réglementation n'est pas le droit, mais elle doit être conforme au droit. Elle consiste à autoriser et interdire. La contrainte. L'harmonie sociale et le civisme ne peuvent représenter le seul moyen de mettre en œuvre l'action publique. Après avoir exercé autant que raisonnable la concertation, l'action publique doit prévoir la contrainte, qui prendra les formes suivantes: obliger sous peine d'amende, punir par une peine, contraindre par la force publique. Même acceptée dans son principe, la contrainte sera évitée autant que possible. Les projets publics. L'évolution de la société et l'atteinte des objectifs qu'elle se fixe relèvent pour partie de l'action publique, de la mise en place des grands projets à long terme par les ministères du gouvernement, en particulier dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'agriculture et de la culture. Le recours à l'endettement pour financer les projets publics doit être soigneusement étudié et justifié par des retombées réalistes. Le budget. Le budget permet d'accompagner les politiques publiques et l'atteinte des objectifs, tant par le prélèvement que par les dépenses. Pour autant, la fiscalité a vocation à être la plus stable possible, en assiette et en taux, pour éviter l'insécurité fiscale. La planification. Il est difficile et même illusoire de prédire à long terme l'évolution de la société, de l'économie. Mais ne pas le faire, même avec les nombreux risques de se tromper, c'est encourir de moins bien maîtriser son avenir, qui ne résulte pas seulement d'événements extérieurs, mais aussi des volontés individuelles et collectives. Et ces dernières peuvent être déclinées dans le long terme, indépendamment du fait qu'elles se réaliseront ou non. Quand bien même elle peut susciter un rejet chez des personnes qui la considéreraient comme une contrainte non nécessaire, la planification est une forme de représentation d'un avenir souhaité. Dans la mesure où l'avenir est infiniment imaginable, il paraît plus simple de sélectionner un avenir parmi un choix de plusieurs avenirs possibles que de tenter de se mettre d'accord sur une seule projection. La principale prérogative des partis politiques consistera à proposer sa vision de l'avenir pour la traduire en orientation et en objectifs, sans omettre la planification associée. Un parti politique ne peut pas se contenter de professer des idées généreuses et de formuler des promesses. Il doit traduire ses aspirations en une planification à long terme, loin des débats philosophiques et idéologiques stériles et sans impact tangible sur la situation. La planification pourra donc résulter d'un choix par les citoyens entre plusieurs possibilités qui leur seront offertes. Il est concevable qu'une planification résulte de l'hybridation ou d'une synthèse de deux planifications, ou plus. L'exécution. Une fois la planification définie et approuvée, la mise en œuvre peut se faire selon plusieurs modalités, allant de la simple suggestion à l'action la plus coercitive. La correction. La correction consiste à adapter la planification à partir de l'écart entre ce qui a été réalisé et ce qui devait être réalisé à un moment donné. La correction doit aussi prendre en compte l'évolution de ce qui devait être réalisé. En termes maritimes, on retrouve la différence entre la navigation, donc les objectifs et la planification, et le pilotage, la correction de la route suivie pour revenir à la route programmée. La correction ou le pilotage sont des notions bien maîtrisées dans l'entreprise et il est opportun de transposer les pratiques de management de l'entreprise dans le domaine de l'action publique. Les ministères. Chaque pouvoir dispose de ministères. Dans la mesure où le gouvernement nécessite de nombreux ministères, un niveau intermédiaire est créé par le pouvoir du gouvernement, les grands ministères avec des grands ministres auxquels sont rattachés d'autres ministères. Le gouvernement restreint est donc composé de 5 grands ministres, et le gouvernement complet élargi à l'ensemble des ministres. L'ensemble des pouvoirs et ministres se décline alors selon les ministères d'un schéma proposé dans le livre. L'ensemble des présidents de pouvoir sont élus au sein de leurs assemblées. L'interministérialité.
La plupart des sujets de l'action publique relèvent de plusieurs ministères à la fois, et il est assez souvent difficile de déterminer quel ministère est le plus concerné par le sujet. Par exemple, si l'on considère le sujet du cannabis, il concerne autant la santé que la sécurité, et aussi d'autres ministères, enseignement, agriculture, solidarité, etc. Dans un tel cas, un ministère sera désigné pilote du sujet et fera en sorte de se concerter avec les autres ministères concernés. Il n'y aura donc pas de commission interministérielle, dont on ne saurait dire si elle ferait partie du gouvernement ou pas, de Monsieur Cannabis à qui serait confiée une mission quelconque, et dont on oublierait qu'elle devrait prendre fin un jour. L'alignement ministériel. L'organisation des institutions et des pouvoirs en une structure de présidence, grand ministère, ministère, direction, ne concerne pas les seuls ministères. Cette structure se retrouve dans de nombreux aspects de l'organisation des institutions. Le droit, la procédure, le gouvernement, les objectifs, la comptabilité publique. Par exemple, l'industrie est un ministère, mais aussi un droit, le droit de l'industrie, une procédure juridique, une ligne comptable publique, une orientation et un objectif parlementaire. On peut remplacer dans cette énumération le terme industrie par commerce, enseignement, solidarité, bref. La continuité de l'action publique doit donc reposer sur une définition stable de la structure ministérielle. Le nom des ministères doit lui-même être stable et immédiatement intelligible par les citoyens. Par exemple, parler du ministère de l'Industrie et non pas du ministère du redressement productif. Certains ministères eux-mêmes sont structurés en tenant compte de la structuration en pouvoirs et ministères. Ministère de l'Université, de la Sécurité, les conventions bilatérales standards entre le nouvel État et les autres États sont également structurées selon les pouvoirs et les ministères. Le traité des nouvelles relations entre la Bretagne et l'Union européenne serait également structuré de cette manière. Les ministres du gouvernement. Dans les errements actuels des démocraties parlementaires, un député nouvellement élu et issu d'un parti majoritaire est le plus généralement sollicité par un président ou chef d'État pour former un gouvernement. Au soir même de son élection, ce député est donc désigné pour exercer une autre mission que celle pour laquelle il a été élu. Qui plus est, son parti étant majoritaire, mais rarement avec une majorité absolue, ce député potentiel Premier ministre entame des négociations pour former une coalition en hybridant son programme avec celui des autres partis. Ce processus est long, incertain et peut même conduire à des situations de blocage, nécessitant de nouvelles élections sans garantie de sortir de la situation de blocage. Lorsqu'une coalition gouvernementale parvient à se constituer, les citoyens peuvent n'avoir au final qu'une idée vague du programme qui sera appliqué. Et les coalitions peuvent aussi éclater en cours de route, conduisant à de nouvelles élections. Dans l'État breton à venir, les parlementaires seront élus pour devenir parlementaires et le rester au cours de la législature. Ils seront assurés de ne pas devenir ministres, mais de seulement contribuer à l'établissement des objectifs du gouvernement. Un parallèle peut être établi dans la construction entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre pour la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art. Le maître d'ouvrage exprime son besoin et commande la réalisation au maître d'œuvre qui exécute les travaux. C'est un client qui sollicite un fournisseur. Un autre parallèle peut être établi avec l'entreprise, en particulier la société anonyme, dont le conseil d'administration et son président sollicitent un directeur général pour appliquer les orientations et atteindre les objectifs définis par ce conseil d'administration. Les ministres seront tout simplement élus par les citoyens, non pas désignés par le Parlement, car un lien direct, démocratie directe, doit exister entre le peuple et son gouvernement. Les élections, selon le rythme quinquennal, seront ouvertes à des listes concurrentes. Ces listes s'opposeront, non pas sur la définition des objectifs, qui est l'apanage du Parlement, mais sur leur capacité à planifier l'action publique de façon à atteindre les objectifs définis par le Parlement. La planification proposée par la liste élue deviendra la planification officielle du gouvernement. L'élection du gouvernement se fera en 2 tours. Si au premier tour une liste est élue à la majorité, cette liste sera le futur gouvernement. Si tel n'est pas le cas, un second tour permettra de choisir entre les 2 listes arrivées en tête. Cependant, 2 listes pourraient fusionner entre les 2 tours en disposant de suffisamment de temps pour recomposer une liste et synthétiser leur planification. Les listes gouvernementales concernent les grands ministres, les ministres et aussi les directeurs, si les listes prévoient de changer de directeur dans un ministère. Un ministre pourra se représenter une 2e fois au gouvernement. La prise de fonction ne prendra effet qu'1 an après l'élection. Cette année sera une année de passation entre un ministre sortant et son successeur.
afin d'assurer au mieux la continuité de l'action publique. Cette passation concernera aussi les directeurs. La justice. La justice actuelle, ses atermoiements et sa dégradation sont tels que cette institution sera perçue comme à la dérive. Sa réforme n'est plus envisageable et la justice fera l'objet, dans l'état à venir, d'une refondation complète. Elle sera en particulier un pouvoir véritablement indépendant du Parlement et du gouvernement. Il y aura lieu, à l'instar de la notion de démocratie directe, de développer la notion de justice directe, qui caractérisera une justice réellement rendue au nom du peuple. La justice aura deux missions principales: la procédure en cas de délit et d'infraction au droit, en premier lieu, et l'évaluation de l'action gouvernementale, en second lieu. C'est principalement sur la première mission que la refondation sera globale, selon les grandes lignes exposées ci-après. La mission d'évaluation, généralement assumée par une Cour des comptes, sera dûment rattachée au pouvoir de la justice. Les missions de la justice sont assurées par la magistrature au sein des juridictions. La procédure. L'instruction. L'instruction consiste à établir les faits, à partir des dépositions des plaignants et avec le concours du gouvernement, puis à déterminer le droit applicable. Dans la mesure où, au cours du procès, le droit breton n'est pas suffisamment précis, le magistrat sollicite le Parlement pour obtenir les précisions nécessaires. La procédure est écrite et orale avant la prononciation du jugement. Le jugement. Le jugement est rendu selon les étapes suivantes. 1. Jugement exploratoire permettant aux parties d'exprimer leurs appréciations sur le jugement. 2. Jugement provisoire après prise en compte ou rejet des remarques des parties leur permettant de reformuler, si besoin, leurs observations. 3. Jugement définitif après prise en compte des éventuelles reformulations. Il n'y a donc pas formellement d'appel par une instance supérieure qui reprendrait l'instruction au point de départ. Si le procès conduit à une condamnation pénale, le verdict établit les conditions d'exécution de la peine et les éventuelles modalités d'application. Les procès sont révisables en cas d'éléments nouveaux significatifs, y compris suite à un acquittement. Les victimes. Pour des raisons matérielles, les victimes peuvent n'être que partiellement dédommagées par la partie condamnée, voire pas du tout. Le verdict du procès fera état des dédommagements complémentaires que le condamné ne pourra assurer et de l'accompagnement des victimes, l'État agissant alors comme un assureur en dernier recours. Les peines. Les peines seront définies en fonction de la gravité des faits et des dommages subis par les victimes avec l'objectif d'appliquer la même peine pour des faits comparables et avec une progressivité de la peine en fonction des gravités des faits commis. L'évaluation. À l'échéance, les résultats de l'action publique sont à évaluer et à comparer par rapport aux objectifs, évaluer si ces objectifs ont été atteints, non atteints ou dépassés. Les objectifs seront d'autant plus facilement évalués s'ils sont chiffrés et datés. Cas de la neutralité carbone. L'évaluation consiste également à analyser si les moyens utilisés pour atteindre les objectifs ont été adaptés ou non, suffisants ou non. Le gouvernement ne pouvant évaluer lui-même son action, l'évaluation sera confiée au pouvoir de la justice, qui agira comme une cour des comptes actuelle. À cette fin, le gouvernement met à la disposition de la justice les éléments lui permettant l'évaluation et répond à ses demandes d'informations complémentaires. Les citoyens sont informés de la procédure d'évaluation et ils peuvent intervenir en demandant ou en apportant des informations complémentaires. La magistrature. Le terme magistrat s'applique de façon générique au personnel du pouvoir de la justice et recouvre donc les fonctions de juge, de procureur et d'évaluateur. Les jurys et jurés. Dans la justice actuelle, les procès en cour d'assises sont jugés par des jurys composés de citoyens tirés au sort sur des listes électorales. Chargés de rendre un verdict, ils sont assistés par des magistrats professionnels qui les aident à interpréter le droit et à définir une peine appropriée par rapport aux faits jugés. C'est donc pour les crimes les plus graves que la magistrature fait appel à des citoyens, des jurés, qui n'ont aucune formation juridique préalable. A contrario, pour des crimes et délits a priori de moindre importance, la magistrature ne fait pas appel aux citoyens, tout en rendant la justice au nom du peuple. Aux États-Unis et dans d'autres pays, les jurys sont très largement la base de la justice. Il n'existe cependant pas de justice qui soit le seul fait de jury et de jurés, sans magistrats professionnels, et donc d'une association et d'une coopération entre des jurés et des magistrats. La justice reposera donc sur des élus de justice sans formation juridique qui devront acquérir une expérience de la procédure.
Cette expérience sera à transmettre par leurs prédécesseurs, qui auront eux aussi d'abord été élus, à charge d'organiser la transmission de la compétence et de l'expérience. La stricte séparation des pouvoirs nécessite d'éviter que les juges, plus largement les magistrats, soient désignés par les autres pouvoirs, que ce soit le gouvernement, le Parlement ou la présidence. Il n'apparaît pas non plus souhaitable que les magistrats se recrutent et se désignent entre eux pour les évolutions de carrière, de façon déconnectée ou sans lien fort de la société. La profession de magistrat suppose une formation initiale et continue, mais le seul diplôme ou le recrutement sur dossier ou sur concours ne garantit pas la satisfaction des attentes des citoyens en matière de justice. Le tirage au sort sur des listes électorales garantirait une forme de brassage des sensibilités et des orientations politiques, mais n'apparaît pas comme une solution généralisable et pérenne. Comme les jurés, les magistrats doivent être issus du peuple, a priori par l'élection. L'élection garantit un lien fort avec le peuple, et c'est du peuple que le magistrat doit tirer directement sa légitimité à juger. Les magistrats ne peuvent donc être qu'élus directement ou indirectement par le peuple, ce qui est courant dans les États des États-Unis. La légitimité des magistrats résultera de leur élection par le peuple, le pouvoir de la justice organisant la transmission de la compétence par la formation et l'amalgame. Le choix de la carrière de magistrat suppose le renoncement définitif à l'élection dans les autres pouvoirs. Les magistrats. En considérant que les magistrats seront d'abord des jurés continuant une carrière juridique, une chambre ou un collège de jurés élus par les citoyens sera à renouveler annuellement, tant pour élire des jurés que pour élire des élèves magistrats au sein du collège sortant des jurés. Les jurés pourront se représenter jusqu'à 2 fois, soit 3 ans de mandat et 3 opportunités d'être élus en tant qu'élèves magistrats. Le recrutement de jurés sera ouvert à partir d'un âge ayant permis de mener une expérience professionnelle et d'avoir acquis une expérience de la vraie vie et de permettre un brassage des compétences et des parcours professionnels. Après avoir été élu en tant que magistrat assistant, le magistrat poursuivra une progression de carrière dans la magistrature tout en n'ayant été élu ou sélectionné que par le peuple. L'élection, puis la confirmation des magistrats par les citoyens qui sauront reconnaître de ces motivations, la compétence et la motivation des candidats, représentent donc le lien et l'engagement réciproque entre le peuple et ses magistrats. Les juridictions. La juridiction s'entend comme le lieu ou le territoire où s'exerce la justice. Les juridictions sont organisées selon la distinction entre civil et pénal et la subsidiarité avec un niveau interne et un éventuel niveau supranational. La subsidiarité interne désigne et distingue en cohérence avec la subsidiarité générale des institutions. D'une, les maisons de justice dans les groupements de communes. 2, les tribunaux de pays. De 3, la justice de Bretagne au niveau de l'État. Les maisons de justice sont le siège de l'information et des conciliations des citoyens. Les procès sont menés dans les tribunaux de pays où se sont produits les faits jugés, fait principal en cas de plusieurs faits. Au sein des juridictions, la procédure se décline selon les domaines ministériels. Les juridictions supranationales deviendront effectives lorsque la Bretagne adhérera aux organisations et conventions internationales avenantes. Pour les Nations Unies, les juridictions supranationales seront, par ordre de préférence, d'une, la Cour internationale de justice des Nations Unies qui a vocation de régler, en application des traités internationaux, les litiges que les États portent devant elle et de donner son avis sur les questions juridiques que lui soumettent les organes des Nations Unies. De 2, la Cour pénale internationale des Nations Unies, qui a vocation à juger les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes d'agression, en cas de défaillance d'un État pour juger ces crimes. Dans la mesure où la Bretagne adhérerait au Conseil de l'Europe, la juridiction supranationale serait la Cour européenne des droits de l'homme pour les requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncées par la Convention européenne des droits de l'homme. Sans être membre de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne ne peut en aucun cas représenter une juridiction supranationale pour la Bretagne. La présidence. La présidence assure les fonctions suivantes. D'une, gardien de la Constitution. 2, facilitateur du Help and Support. De 3, l'organisation des élections des autres pouvoirs. De 4, la représentation de l'État. Et de 5, le gardien de la mémoire.
Le président assure la représentation officielle de l'État et signe les traités après avoir obtenu l'agrément des trois pouvoirs. Il ne se déplace pas à l'étranger, mais accueille les chefs de gouvernement en visite officielle en Bretagne. La Constitution. Le président est le gardien de la Constitution, c'est-à-dire qu'il est le responsable direct de la Constitution vis-à-vis des citoyens bretons. Les évolutions de la Constitution tendront à l'amélioration de la démocratie, ce qui se fera en particulier en se comparant aux autres démocraties. Les modifications seront proposées par les citoyens et soumises à leur approbation par référendum. La Constitution étant un texte plutôt concis qui affirme des principes davantage que des dispositions, les motifs d'évolution devraient être limités. Les trois pouvoirs ne peuvent agir sur la Constitution. Il leur revient de s'y conformer et de prendre en compte ces éventuelles modifications. Le facilitateur. Le président est destinataire en copie des échanges entre les pouvoirs liés au Help and Support. Il s'assure de la conformité des échanges entre ces pouvoirs. Dans son rôle habituel, le président n'intervient pas dans les échanges, sauf en cas de désaccord ou de blocage entre pouvoirs, situation qui n'est supposée survenir qu'exceptionnellement. En cas de divergence entre deux pouvoirs, le président tente une médiation en rappelant leur rôle au pouvoir et en évaluant si l'un d'entre eux a manqué à ses obligations dans le fond. Son intervention est d'abord informelle, puis, si nécessaire, publique. Si son intervention ne permet pas de résoudre la divergence, le président provoque des élections permettant de remplacer les pouvoirs en désaccord. Après ces élections anticipées, lui-même cède la place à un successeur. Les élections. Le président est le maître du temps de l'action publique. Il lui revient d'organiser et mettre en place les élections concernant les pouvoirs sur un rythme quinquennal. Les élections sont menées selon l'ordre chronologique. Parlement, gouvernement, justice. Les élections tiennent compte d'une année de passation entre les élus sortants et les élus entrants. La médiation. Malgré les principes fondamentaux de séparation des pouvoirs et de dissociation de la présidence et du gouvernement, les institutions peuvent ne pas être exemptes d'imperfections et les pouvoirs peuvent ne pas satisfaire aux attentes des citoyens. Ces citoyens peuvent s'adresser à un médiateur rattaché à la présidence pour exposer leur situation et préciser leurs attentes. La médiation prend alors contact avec le pouvoir concerné, qui expose son fonctionnement et propose puis met en œuvre les éventuelles adaptations élaborées dans la logique du Help and Support. La mémoire. Le président conserve la mémoire de la nation et la commémoration des grands événements dans un esprit de réalisme, de souci de vérité historique et d'apaisement des mémoires antagonistes, sans repentance. La subsidiarité. Les niveaux. La subsidiarité consiste à exercer l'action publique au niveau le plus proche des citoyens. Dans le cas de la Bretagne, deux niveaux de subsidiarité principaux seront distingués. L'État et les pays. Les pays. Les pays sont les pays déjà existants aujourd'hui en Bretagne, tels qu'issus des lois d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, dite loi Pasqua, et d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, dite loi Voynet. Ces lois ont présenté le mérite de laisser au pays la possibilité de s'organiser sur le territoire et de définir pour la plupart des chartes de pays présentant un caractère de projet cohérent concernant les différents acteurs de ce territoire. Le niveau des pays pourra être considéré comme un niveau triple, avec le pays, les communautés ou groupements de communes et les communes, étant donné que la densité de population décroît dans les communes rurales. L'architecture institutionnelle prévalant au niveau de l'État est déclinée au niveau des 28 pays bretons. Le nombre de pays actuels peut paraître élevé et dispersé en importance économique et en population. Il apparaît donc souhaitable de regrouper des pays entre eux ou de les reconfigurer. Une esquisse d'une Bretagne répartie en une quinzaine de pays seulement avait été produite par le Célib. L'éventuelle reconfiguration des pays bretons restera l'apanage des pays, et plus particulièrement du Sénat des pays. Le Sénat des pays. Le Sénat des pays, réunion des conseils de pays, pourra ressembler à une chambre parlementaire secondaire. Avant transmission au gouvernement, les objectifs gouvernementaux établis par le Parlement sont transmis au pays pour susciter les commentaires relatifs à la déclinaison des objectifs au niveau des pays et, selon le besoin, au niveau des communautés de communes, voire des communes. Le Parlement prend en compte les observations des pays avant la transmission des objectifs au gouvernement.
Le Sénat des pays aura donc un rôle essentiellement consultatif. Les pouvoirs et la subsidiarité. Les pouvoirs sont subsidiarisés en ce qui concerne le Parlement et les pays, et la justice, selon deux niveaux principaux, l'État central et le territoire. Au moins dans une première approche, le gouvernement n'est pas subsidiarisé dans la mesure où il porte le principal de l'action publique et que la cohérence opérationnelle peut nécessiter une unicité de direction. L'alternative qui consisterait en un gouvernement local présenterait un risque de divergence entre un objectif parlementaire décliné localement et une direction gouvernementale. Les pouvoirs du Parlement et de la justice peuvent être perçus comme des pouvoirs ascendants ou de synthèse, alors que le pouvoir du gouvernement peut être perçu comme un pouvoir descendant nécessaire à la cohérence globale de l'exécution. En cas de divergence, la convergence pourra être remontée par le Conseil local vers le Parlement central afin qu'il précise au gouvernement l'orientation souhaitable au niveau local. Le gouvernement adapte ou non cette orientation et informe le Parlement de sa décision. Lorsque l'État breton sera instauré au moment du retour de la Bretagne à sa souveraineté, elle ne sera membre d'aucune organisation internationale, en particulier l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Ces organisations représentent des niveaux de subsidiarité supérieurs potentiels. À titre d'exemple, la Suisse n'a adhéré à l'ONU qu'en 2002 et a été l'un des derniers États à le faire. Elle considérait que l'adhésion était contraire à sa neutralité. La Suisse avait pourtant été, après la Première Guerre mondiale, membre fondateur de la Société des Nations en 1919 et avait accueilli son siège à Genève. Mais il reviendra à l'État breton d'être aussi compatible que possible de ces organisations dans la perspective d'une éventuelle adhésion. À l'instar de la Suisse, l'adhésion de la Bretagne ne pourra résulter, au-delà de l'accord de ces organisations, que d'un référendum ou d'une votation solennelle. La subsidiarité et le help and support. Les échanges entre pouvoirs, selon le help and support, seront déclinés à chaque niveau de subsidiarité. Verticalement, ces échanges tendent à l'ascendance pour le Parlement et la justice et descendent pour le gouvernement, ce qui suppose que cette descendance a été correctement synthétisée au niveau supérieur pour pouvoir s'appliquer à chaque niveau de façon optimale. Les inévitables écarts entre une vision globale et une vision locale d'une politique publique sont mitigés entre les pouvoirs à un même niveau de subsidiarité. L'administration. Afin de mettre en œuvre les politiques publiques décidées par les citoyens sous la responsabilité de leurs élus ou représentants, une administration est mise en place avec du personnel et des moyens adaptés à chaque pouvoir. Le fonctionnariat. Le personnel de l'administration sera recruté parmi les citoyens bretons sur la base de leurs compétences professionnelles et deviendront alors des fonctionnaires. La recréation de l'État breton donnera l'occasion de développer un état d'esprit radicalement différent de celui qui prévaut aujourd'hui. Les citoyens ne seront plus des administrés, quasiment traités comme des sujets ou des subordonnés, ce sont les fonctionnaires qui seront au service des citoyens, sans oublier qu'ils sont eux-mêmes citoyens et que leur rôle est réciproque vis-à-vis des autres citoyens. L'objectif sera l'absence de différence entre le fonctionnariat et le privé. Les fonctionnaires seront liés avec les institutions par un contrat de travail de base, sans distinction entre public et privé, et seront en particulier sujets aux mêmes conditions de licenciement, pour cause économique et de capacité. Le brassage entre citoyens fonctionnaires et citoyens non fonctionnaires sera encouragé par le fait d'avoir une partie de sa carrière dans le fonctionnariat et une autre dans le privé. En termes de salaire et de progression de carrière, l'objectif est l'équivalence à compétences comparables. Les conflits d'intérêts entre privé et public, au moment du passage du privé et du public, seront considérés comme inévitables et acceptables. Les fonctionnaires ne pourront être en même temps élus et fonctionnaires, même s'ils peuvent passer d'un statut à l'autre ou inversement à un moment donné. Le fonctionnariat sera territorialisé ou réparti sur le territoire, ce qui sera d'autant plus facile avec le télétravail. Dans la Bretagne actuelle, le nombre de fonctionnaires est élevé et tous ne pourront être maintenus dans l'administration du futur État breton, qui fera en sorte de recourir à un fonctionnariat dimensionné aux seuls besoins. Ce qui est d'autant plus nécessaire que les emplois protégés pour les personnes en recherche d'emploi sont formellement des emplois publics ou fonctionnalisés.
Les fonctionnaires d'aujourd'hui sont donc invités à s'interroger dès maintenant sur leur évolution future, réfléchir à leurs possibilités de reconversion en gardant confiance dans leurs capacités professionnelles et le soutien des institutions pour trouver les voies personnelles d'épanouissement dans la transformation à venir. L'organigramme. L'organigramme de l'administration prolonge celui des pouvoirs, des grands ministères et des ministères. À chaque ministère sont rattachés des directeurs rapportant aux ministres élus. Ces directeurs représentent la haute fonction publique et sont des fonctionnaires désignés par les ministres, puis confirmés après approbation, ou plutôt non-obstat, c'est-à-dire non-obstruction, des autres pouvoirs. Les autres fonctionnaires sont ensuite organisés selon les niveaux hiérarchiques suivants: département, service et section. Soit en tout 4 niveaux hiérarchiques, quels que soient les pouvoirs et les ministères. Les hauts fonctionnaires, les directeurs, seront choisis par les élus. Les autres fonctionnaires seront recrutés par offre d'emploi public. Les moyens. Les moyens de l'administration seront des moyens essentiellement immobiliers, bureautiques et informatiques. Certains ministères ont besoin de moyens spécifiques, comme la sécurité. De façon générale, l'administration recourt aux entreprises privées par marché public, avec mise en concurrence, pour mener à bien les politiques publiques. Les fédérations. La présente démarche examine le concept d'un État breton, dissocié de la France et de l'Union européenne, en étant lié avec cette Union européenne que par un traité de commerce et de coopération, similaire à celui issu du Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Cette approche représente une option parmi les 4 principales. À savoir 1. Rester dans la situation actuelle, où une pseudo-région Bretagne est engoncée dans un État français, sans la possibilité de s'épanouir, pas plus que toute autre région française. 2. La situation intermédiaire, où la Bretagne devient une véritable région d'une République fédérale française, comparable à la République fédérale d'Allemagne, soit l'option dite de la France fédérale. 3. La situation d'une Europe fédérale résultant d'abord d'une fusion de la République française et de la République fédérale allemande, avec alignement des régions françaises sur les Länder allemands, cette première étape se finalisant en une Europe des régions. 4. Le Brexit, tel qu'il est décrit dans le présent cahier et les cahiers associés. La situation actuelle. Simone Weil écrivait en 1949. Les Bretons furent désespérés quand leur souveraine Anne fut contrainte d'épouser le roi de France. Si ces hommes revenaient aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques années, auraient-ils de très fortes raisons pour penser qu'ils s'étaient trompés? Si discrédité que soit l'autonomisme breton, par la personne de ceux qui le manœuvrent et les fins inavouables qu'ils poursuivent, il est certain que cette propagande répond à quelque chose de réel, à la fois dans les faits et dans les sentiments de ces populations. Il y a des trésors latents dans ce peuple qui n'ont pas pu sortir. La culture française ne lui convient pas, la sienne ne peut pas germer. La situation actuelle avec les pseudo-régions, dont une pseudo-région Bretagne atrophiée, résulte paradoxalement de l'action des Bretons, avec le comité études et liaison des intérêts bretons, initié par le mouvement d'organisation de la Bretagne et ses leaders, dont Yann Fouéré et Joseph Martret. En réponse aux légitimes revendications bretonnes quant aux intérêts de la Bretagne, l'État français a mis en place des régions administratives, un faux échelon de subsidiarité coincé entre l'État et les départements qui ont été maintenus. Dans le même temps, l'État a mis en avant pendant un certain temps les pays et les intercommunalités. L'ensemble a conduit à un illisible et indépétrable millefeuille territorial. L'État français reste désespérément jacobin et colbertiste. Il s'est ankylosé et rigidifié dans une onde qui nécessite une souplesse d'adaptation. Les erreurs de management public s'étant percolées les unes aux autres, il est, en un mot, irréformable. La situation actuelle n'est pas pénalisante pour la seule Bretagne, mais pour la France également. Les hauts fonctionnaires non élus qui gouvernent ou administrent en réalité la France y trouvent encore des avantages personnels, tout en bloquant toujours davantage le système. Le résultat en est que la France s'enlise et sombre dans un déclin au moins relatif par rapport à d'autres États, et bientôt un déclin absolu, entraînant avec elle la Bretagne. Les institutions en Bretagne ont largement démontré qu'il n'y a pas d'avenir dans la région et le régionalisme. Il faut sortir du cadre institutionnel actuel, non pas pour se désintéresser du sort de la France, mais pour l'aider à évoluer. La République française fédérale.
Depuis sa création et pendant toute son expansion, l'histoire française aura été centralisée et jacobine. La France reste jacobine alors qu'elle a perdu ses colonies et son empire et qu'elle doit désormais réagir à ces territoires perdus de la République où, tôt ou tard, un califat islamique finira par émerger, si tant est que ce ne soit pas déjà un peu le cas, sans avoir d'autre choix que d'admettre la situation et de finir par reconnaître cet État au nom de la tolérance et de l'esprit d'ouverture. Un projet de loi contre le séparatisme illusionne encore quelques responsables détachés de la réalité du terrain et des députés qui doivent leur siège à un clientélisme communautaire. La France ne peut plus s'inventer un avenir jacobin et pourrait avoir des chances de survie dans le girondisme, à savoir l'acceptation de la différence plutôt que son éradication, pour mieux réunir les différents territoires autour d'intérêts communs et faire bloc contre l'adversité. Cette option aurait de nombreux partisans en Bretagne, si tant est qu'il s'agisse bien de fédéralisme et non pas de sa seule promesse. En pratique, l'option suppose que la Bretagne renonce, au moins temporairement, aux fonctions régaliennes d'un État, à savoir diplomatie, défense et monnaie, mais pas à son droit et à sa justice tels qu'ils ont été esquissés dans ce document, car ils représentent une remise à niveau global du droit tel que le nécessite tant la France que la Bretagne. De plus, le fédéralisme au sein d'une république fédérale française suppose la liberté de mettre en œuvre de façon autonome l'ensemble des fonctions ministérielles non régaliennes, sécurité, enseignement, santé, solidarité, énergie, telles qu'elles sont par exemple esquissées dans les présents cahiers en ce qui concerne la Bretagne, cahiers qui peuvent intéresser d'autres régions. Une autonomie qui n'exclut pas une concertation et une émulation entre les régions. L'État central aurait sur ses fonctions un rôle de coordination et d'harmonisation entre les différentes régions. Il pourrait également tenir un rôle de stratège. L'État fédéral français conserverait les prérogatives de la diplomatie et de la défense. L'Europe fédérale. Si la France met en place une véritable régionalisation et se transforme en État fédéral, elle ressemblera alors à la République fédérale d'Allemagne, dont elle peut difficilement contester la référence et le modèle, et dont elle ne peut que s'inspirer. Une République fédérale française ressemblerait aussi à une Grande-Bretagne qui vient de quitter l'Union européenne, à un royaume d'Espagne avec ses communautés, et aussi à une Italie et ses régions. En définitive, c'est la France qui représente, avec son centralisme et son régime présidentiel exacerbé, une exception dans l'Union européenne et même un point de blocage pour la continuation de l'Union européenne. Tant qu'à faire de se transformer en République fédérale française, pourquoi ne pas fusionner avec l'Allemagne dans une République fédérale franco-allemande, avec une région française équivalente à un land allemand, avec un gouvernement commun mixte, alternativement un ministre allemand et un ministre français et un adjoint de l'autre nationalité. Le couple franco-allemand n'est pas le moteur de l'Union européenne, il en est désormais son point de blocage. Les sourires et les bises entre le chancelier allemand et le président de la République français, lors des sommets européens, sont une comédie qui illusionne de moins en moins. Il n'y aura pas de relance de la construction européenne sans la fusion des deux États-nations en une entité unique avec l'association de leurs points forts, ce qui suppose en particulier une diplomatie et une défense communes. Si la France et l'Allemagne fusionnent en un seul État, les autres États membres n'auront d'autre choix, tôt ou tard, que de rejoindre ce nouvel État dont le poids deviendra, après le Brexit, prépondérant dans l'Union européenne. L'État résiduel sera un État fédéral des régions européennes, une Europe au sans-drapeau, telle que l'avait déjà conceptualisé le visionnaire breton Jan Fouéré. Les États-nations européens, fondateurs de la communauté, européenne et ses suites ne peuvent qu'accepter cette perspective. Ils ont le choix entre bloquer définitivement la construction de l'Union européenne ou survivre dans un conseil consultatif européen d'un gouvernement fédéral européen, et de voir se désagréger petit à petit ce qui a été construit jusqu'à présent ou renoncer à eux-mêmes pour survivre dans l'Union. Dans la mesure où les 28 États-nations membres de l'actuelle Union européenne ne parviendront pas à transgresser explicitement leur souveraineté, déjà largement entamée et destinée à être entièrement phagocytée à terme, l'Union européenne pourrait fonctionner à deux niveaux. L'association des États-nations actuels au sein de l'Union européenne pour les affaires extérieures, diplomatie, politique de sécurité, de défense, de monnaie et avant-dernière juridiction avant les juridictions internationales. L'Europe fédérale des régions pour les affaires intérieures, économie, territoire, culture, etc. Le Brexit.
En ini avalé ean, agav atao les dents estreates. Qui marche toujours droit, trouve son chemin large. Par analogie avec le Brexit, le British Exit, le Braze Exit, sorti de la Bretagne de l'Union européenne et donc de la France, à l'instar du Brexit. La question n'est plus seulement de quitter la France, mais aussi l'Union européenne, car l'intégration européenne est à l'arrêt et il n'existe guère de perspective de reprise et d'achèvement d'une Union européenne fédérale, un chef-d'œuvre en péril avant d'avoir été finalisé. L'Union européenne n'existe pas sur la scène internationale. Elle ne s'impose pas comme superpuissance à l'instar des USA ou de la Chine. Du point de vue politique, l'Union européenne s'inscrit dans la sphère d'influence des USA et du point de vue économique, technologique ou industriel, elle devient assujettie aux USA et dépendante de la Chine. De plus, un jacobinisme bruxellois s'est ajouté au jacobinisme français, ce qui la rend, la situation, désormais quasiment hyperstatique. Les Bretons sont fondamentalement attachés à l'Union européenne. Mais un attachement sentimental ne peut éluder la réalité de la situation. L'exemple britannique concrétise désormais ce que représente une sortie de l'Union européenne, et la question se pose désormais en préférence entre une situation ou l'autre. La sortie de l'Union européenne ne restera pas indéfiniment une option. Avec la stagnation européenne, car qui n'avance pas recule, et le déclin de la France qui inquiète de nombreux Français, le Brexit sera à moyen terme non pas une option, mais une nécessité. Annexe. La Constitution telle que proposée par le Cercle Pierre Landais. Préambule. Les Bretons qui s'engagent dans l'instauration d'un nouvel État de Bretagne, permettant à la Bretagne d'exercer parmi les nations civilisées sa souveraineté sur son territoire, promulguent la présente Constitution fondée sur les valeurs de la Bretagne, qui sont compatibles des valeurs de l'Union européenne, exprimées selon l'article 2 du traité de l'Union européenne. Les droits fondamentaux de la présente Constitution implémentent les valeurs de la Bretagne, ainsi que la préservation de l'environnement et de la biodiversité sur le territoire breton. Le nouvel État de Bretagne sera une démocratie directe permettant à ses citoyens de participer directement au Parlement, au gouvernement et à la justice. La Constitution. Le nom. Le nouvel État de Bretagne ou encore les nouveaux États de Bretagne est le nom officiel du nouvel État breton. Le régime constitutionnel du nouvel État de Bretagne étant une démocratie directe, le nom officiel est Démocratie directe du nouvel État de Bretagne, en abrégé la démocratie de Bretagne, ou encore la Bretagne, donc en breton, Braise. Le territoire. Le territoire de la Bretagne est celui de la Bretagne historique, soit la réunion des 5 départements bretons issus de la Révolution française, les Côtes-d'Armor, anciennement Côtes du Nord, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique, anciennement Loire-Inférieure. Les communes avantagères de Bretagne, avec les anciennes provinces françaises du Maine, de l'Anjou et du Poitou, seront consultées pour savoir si elles veulent être ou rester attachées à la Bretagne. Le territoire maritime de la Bretagne est déterminé à partir du territoire terrestre, selon les termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1973. Le territoire maritime se distingue en eaux territoriales, d'une part, sur lesquelles la Bretagne exerce sa pleine souveraineté, considérée comme faisant partie du territoire terrestre, et zones exclusives économiques, d'autre part, pour l'exploration et l'usage des ressources. L'espace aérien breton est délimité à partir du territoire terrestre, selon les conventions de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La Bretagne exerce sa souveraineté sur les îles Kerguelen à seule fin de protection de l'environnement et de la biodiversité sur ce territoire, sans y permettre le peuplement, le développement urbain et l'exploitation du sous-sol. Les pouvoirs. Afin de mettre en œuvre les orientations politiques définies par ses citoyens, la démocratie de Bretagne instaure 3 pouvoirs séparés: le Parlement, le gouvernement et la justice. Un 4e pouvoir, la présidence, veille à l'équilibre entre les précédents pouvoirs, dans un esprit d'entraide et de soutien mutuel entre ces pouvoirs. Le droit. La démocratie de Bretagne est fondée, au-delà de la présente Constitution et de son préambule, sur les droits fondamentaux des personnes, les droits de la biodiversité et de l'environnement. Les droits fondamentaux des personnes sont issus par ordre de préséance, d'une, de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations unies de 1948, de 2, de la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, de 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de 4, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et de 5, de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Les droits fondamentaux de la nature, de la biodiversité et de l'environnement sont issus de 1. De la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations selon sa résolution 37-7 du 18 octobre 1982. De la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies de 1992. Le droit interne de la démocratie de Bretagne décline le droit fondamental. La nationalité. La nationalité bretonne peut être revendiquée au titre d'un ancêtre breton né sur le territoire de la Bretagne avant 1950, droit du sol, au titre d'une descendance avec un national breton, droit du sang, au titre d'un attachement démontré avec la Bretagne, droit du cœur, ou au titre des services rendus à l'occasion de l'instauration de la démocratie directe en Bretagne, droit de l'intelligence. La nationalité bretonne suppose le respect par les personnes des valeurs de la démocratie de Bretagne et aussi des valeurs de l'Union européenne. La citoyenneté. La citoyenneté bretonne consiste à participer et contribuer durablement à la démocratie de Bretagne en résidant, travaillant, consommant en Bretagne, en participant au fonctionnement de ses institutions et en la défendant militairement, si besoin, au risque de sa vie. La monnaie. La démocratie de Bretagne émet une monnaie ayant cours sur le territoire de la Bretagne, dont le nom provisoire serait le bréto ou le brézo. Les langues. Les langues officielles de la démocratie de Bretagne sont le français, le breton et le gallo. Le français, langue quasiment commune à tous les Bretons, est considéré comme langue principale de la démocratie de Bretagne. Les citoyens bretons pourront exercer intégralement leur citoyenneté en langue bretonne ou en gallo. L'anglais est utilisé comme la langue internationale des relations internationales de la démocratie de Bretagne. Les relations diplomatiques avec la République française s'exercent en français. La sécurité. La démocratie de Bretagne assure l'intégrité de son territoire et la sécurité des personnes présentes sur ce territoire. La défense. La démocratie de Bretagne est un État neutre au sens des conventions de La Haye de 1907. Les amendements à la Constitution. Les amendements à la Constitution et aux droits fondamentaux sont soumis à la consultation des citoyens. Voici donc terminée la lecture de l'État, rédigé par Yves Mervin et le Cercle Pierre Landais, disponible gratuitement sur le site united-citizens.eu. N'hésitez pas à vous procurer ce livre et à le lire. Pour ma part, je vais en faire une analyse dans un autre podcast, car je suis loin, évidemment, d'être d'accord avec tout ce qui est dit dans ce fascicule. Néanmoins, je trouve qu'il y a beaucoup de points intéressants à reprendre ou à discuter, ce que je ferai donc dans cet autre podcast. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.